c'est pour nous une période de sensibilisation et de mobilisation de l'ensemble des acteurs autour de la problématique du climat et du changement climatique. C'est aussi l'occasion pour l'Union européenne de réaffirmer ses politiques et son engagement par rapport au climat et lancer un appel à ses partenaires pour une prise en compte sérieuse de la question du climat et son intégration dans les options politiques. Alors en 2019, nous avions déjà organisé une semaine de diplomatie climatique au cours de laquelle nous avons organisé une série d'activités. Et notamment, nous avons participé à une session d'éco-running au quartier Fidji-Rossé avec Sachet et Loué. Et nous avons aussi organisé des activités manuelles avec des enfants des ONG Atelier des Griots et Tamae sur le thème du recyclage, du changement climatique et des énergies renouvelables à la Maison des Jeunes d'Akpapa. Alors, cette année, la semaine du changement climatique s'est étendue sur une quinzaine. En fait, ça a commencé le 24 septembre jusqu'au 11 octobre. Et nous avons réalisé pendant cette quinzaine une série d'activités, essentiellement numériques, évidemment à cause de la Covid-19. C'est ainsi qu'on a organisé un concours de réalisation d'autoportraits avec des objets recyclés sur les réseaux sociaux. On a également publié une tribune dans la presse, dans La Nation et Le Matin Libre, sur les actions contre le changement climatique. On a fait plusieurs émissions radio et télé sur des thématiques comme la protection de la biodiversité, l'agroécologie et l'assainissement. Et on a publié des vidéos de sensibilisation d'influenceurs, d'artistes et d'ONG du secteur sur Facebook, Twitter et Instagram. On a aussi fait un quiz pendant une quinzaine de jours sur la biodiversité sur Facebook, Twitter et Instagram. Et l'émission radio qu'on a aujourd'hui sur vos ondes participe de cet effort de sensibilisation et de mobilisation. Vous conviendrez avec moi que c'est à juste titre que la crise du Covid-19, avec son impact dramatique sur la santé et l'économie, est au centre de l'attention immédiate ici au Bénin, mais évidemment partout dans le monde. Toutefois, il faut être conscient d'une chose, c'est que au moment où la planète s'allie et fait tout pour trouver un vaccin contre le Covid-19, et maintenant on dit que probablement il y aura un vaccin disponible en mars 2021, il n'y aura jamais de vaccin pour le changement climatique. Alors vous pouvez me dire que les émissions de gaz à effet de serre ont été réduites de 30 à 35% ces derniers mois, en grande partie notamment grâce à la diminution du trafic aérien et routier. Mais cette baisse drastique repose sur une sobriété forcée, imposée et non organisée et sûrement pas souhaitée. Cette réduction des émissions risque donc de n'être qu'éphémère. De plus, les conséquences du changement climatique sont indéniables. Depuis 2 décennies environ, au Bénin, les régimes pluviométriques connaissent des fluctuations qui sont parfois très marquées, caractérisées par des phénomènes de sécheresse, des inondations, des pluies violentes. Ça se traduit par des effets très visibles, comme dernièrement la montée fulgurante du fleuve Niger au mois d'août dernier, qui a entraîné l'inondation de plus de 500 habitations, la destruction de 1700 hectares de culture, pour un total de 56 000 sinistrés. C'est pas rien quand même. Mais les principaux dangers ne se dévoilent que lentement, et il est beaucoup plus difficile d'y remédier. C'est par exemple l'érosion des côtes, qui menace les populations locales. Ce sont les pluies tardives qui perturbent la semence ou encore la sécheresse, qui entraînent la disparition des récoltes, de la faune et de la flore, et qui engendrent l'appauvrissement des terres agricoles. Dans la presse béninoise, la directrice du cabinet du ministre de Cadre de Vie et du Développement durable a notamment relevé une baisse de la productivité agricole de 10% sur les 10 dernières années, due aux effets conjugués de la dégradation rapide des forêts et de la gestion non durable des écosystèmes. Vous conviendrez avec moi que le changement climatique constitue aussi une menace à la paix et à la sécurité. Il n'y a pas que les problèmes que je viens d'évoquer là tout à l'heure. Il multiplie les risques d'instabilité géopolitique en affectant en particulier les pays les plus vulnérables, avec des impacts dévastateurs allant de l'instabilité politique à l'insécurité alimentaire, aux faiblesses économiques et au possible déplacement massif des populations. Agir contre le changement climatique, c'est donc agir en faveur de toute la population, qu'elle soit urbaine ou rurale. Et puisqu'il s'agit d'un défi sur le long terme, agir maintenant est également agir en faveur de la jeunesse, puisque c'est elle qui payera les prix plus tard pour l'inaction dont on ferait preuve maintenant. Quand le Covid nous oblige à réfléchir à la relance économique, il est important qu'on y incorpore des leçons climatiques pour être sûr que cet avenir soit le meilleur possible.
Ensuite, il est tout aussi important de rallier toute la population autour de cette ambition. En fait, on peut tirer plusieurs leçons de ces crises combinées. D'après moi, la première leçon qu'on peut en tirer, c'est que le multilatéralisme et la solidarité mondiale fonctionnent. De nombreux gouvernements ont uni leurs forces pour mettre en place des mécanismes de coordination et de partage d'informations et mobiliser une assistance aux plus affectés et particulièrement vulnérables, sauvant efficacement des vies et des moyens de subsistance dans le monde entier. Une autre leçon a été la nécessité d'écouter les messages que nous livre la science. On oublie souvent ça. Cette science nous informe que la pandémie n'est qu'un avertissement par rapport aux risques réels associés au réchauffement climatique. Il est désormais urgent de se pencher sur les préoccupations climatiques et environnementales qui touchent violemment l'ensemble de la planète, à commencer par les pays les plus vulnérables, en adoptant des mesures concrètes et ambitieuses. Le message de la science, il est très clair. Pour limiter le réchauffement global à un maximum de 1,5 degré, les émissions globales devraient être réduites de moitié d'ici 2030. Une autre leçon, la troisième, est la profonde interdépendance entre nos pays et nos continents, et la forte exposition que nous avons tous à des chocs externes imprévus. Limiter la vulnérabilité de la société et de l'économie aux chocs exogènes, ce qu'on appelle la résilience, demandera des transformations structurelles à mettre en œuvre par les gouvernements afin de réaliser un développement équilibré et durable. Pour atteindre la solution, il faudra nécessairement réduire les inégalités avec une perspective durable, notamment à travers l'éducation et la formation. La viabilisation de toutes les régions économiques, et notamment agricoles, devra être accélérée par une formation accrue, l'introduction du digital et un accès performant au conseil et au financement. Parmi les secteurs à fort potentiel qu'il faut valoriser de manière durable, on peut donc citer le numérique, l'agriculture et la pêche, les énergies durables et efficaces, les infrastructures structurantes et multimodales et bien sûr l'artisanat et la culture. Vous conviendrez que tous ces secteurs sont d'une importance primordiale en termes de potentialité ici au Bénin. Je voudrais dire que le changement climatique et la dégradation de l'environnement constituent une menace claire et imminente pour l'Europe comme pour le reste du monde. Alors pour y faire face, l'Europe a besoin d'une nouvelle stratégie de croissance qui transforme l'Union en une économie moderne, compétitive et efficace dans l'utilisation des ressources, dont les émissions nettes de gaz à effet de serre seront réduites d'au moins 55% d'ici 2030 et seront devenues nulles en 2050. Ça, c'est un engagement que l'Union européenne a pris. Également, où la croissance est dissociée de l'utilisation des ressources et où personne ni aucun endroit ne sont laissés de côté. Nous avons une feuille de route qui a pour objectif de rendre l'économie de l'Union européenne durable. C'est ce qu'on appelle le pacte vert pour l'Europe ou le Green Deal. Nous réaliserons cet objectif en transformant les défis climatiques et environnementaux en chances à saisir. Ça, c'est très important comme concept. Dans tous les domaines d'action et en garantissant une transition juste et inclusive pour tous. Alors, avec le pacte vert, qu'est-ce qu'on veut ? On a un plan d'action qui est destiné à promouvoir l'utilisation efficace des ressources en passant à une économie propre et circulaire. Et on veut restaurer la biodiversité et réduire la pollution. Tous les secteurs de notre économie devront passer à l'action pour atteindre cet objectif. Il faudra investir dans des technologies respectueuses de l'environnement, soutenir l'innovation dans l'industrie, déployer des moyens de transport et public plus propres, plus abordables et plus sains, décarboner le secteur de l'énergie, améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments et travailler avec des partenaires internationaux pour améliorer les normes environnementales mondiales. Mais avec ce Green Deal, ou ce pacte vert, l'Union européenne s'est aussi engagée à participer en tant qu'acteur mondial de premier plan à l'effort de la communauté internationale pour combattre le changement climatique à l'échelle mondiale. C'est ainsi que l'Union européenne est parmi les principaux contributeurs des mécanismes internationaux de financement, comme l'Alliance mondiale contre le changement climatique. Lancée en 2008 avec des projets pilotes dans seulement 4 pays au départ, elle est aujourd'hui devenue une initiative climatique majeure avec une enveloppe financière pour 2014-2020 de 420 millions d'euros. À ce jour, cette initiative a financé plus de 80 projets d'envergure nationale, régionale et internationale en Afrique, en Asie, dans les Caraïbes et dans le Pacifique. Mais il y a aussi le Fonds vert pour le climat, pour lequel 24 pays, en grande majorité des États membres de l'Union européenne, ont déclaré vouloir dédier près de 10 milliards de dollars sur les prochaines années.
Et n'oublions pas le Fonds européen pour le développement durable, dans le cadre du plan extérieur d'investissement. Ce fonds devrait mobiliser 47 milliards d'euros d'investissement en utilisant un montant de 4,6 milliards sous forme de subventions mixtes et de garanties. Vous voyez donc, par ces différents exemples, que l'Union européenne est fortement engagée à travailler avec des partenaires du monde entier sur les moyens d'orienter des investissements vers des activités économiques écologiquement durables, notamment ici en Afrique. Je peux vous garantir que la lutte contre le changement climatique est véritablement au cœur de nos programmes et actions de coopération ici au Bénin et vise tous les secteurs vitaux du pays, à savoir l'agriculture, l'eau, l'énergie, les écosystèmes, la stabilité et la sécurité. Je vais vous donner quelques exemples concrets. D'abord, la construction en partenariat avec l'AFD, qui est l'Agence française de développement, d'une importante centrale solaire dans la commune de Pobé, à Onigbolo, avec une capacité de 25 MW. Cette centrale permettra de couvrir la consommation d'environ 180 000 personnes et de réduire les émissions de gaz à effet de serre à hauteur de 23 000 tonnes de CO2 par an sur une période de 25 ans. Un autre exemple, l'appui aux autorités nationales dans le domaine du bois énergie par le biais du programme de renforcement des capacités des acteurs du secteur de l'énergie au Bénin, qui s'appelle RECACEP, notamment à travers des formations ciblées pour des artisans charbonniers et des formateurs forestiers certifiés dans différents départements et bassins forestiers du pays. C'est ainsi que 155 artisans charbonniers ont été formés à utiliser peu de bois pour obtenir une grande capacité de charbon, ce qui permet de lutter efficacement contre la destruction massive des ressources forestières, qui est évidemment essentielle pour la lutte contre le changement climatique. Un autre exemple, la gestion des forêts de mangroves, qui cible la bouche du roi, exposée à l'érosion, où la mangrove joue un rôle essentiel dans la fixation des sédiments et le stockage de carbone. La liste est longue. Le changement climatique est le fil rouge de notre coopération plus politique aussi avec le gouvernement, que ce soit dans l'accompagnement de mesures d'énergie renouvelable et d'efficacité énergétique avec le programme RECACEP de plus de 12 milliards de francs CFA et l'appui budgétaire dans le cadre de l'agriculture pour plus de 45 milliards de francs CFA. Alors quand je vois l'engagement du gouvernement du Bénin, qui est actuellement en train de réviser la contribution nationale déterminée au titre de l'accord de Paris, afin de réduire encore plus les émissions à effet de serre, je dois dire que oui, je suis très optimiste que le Bénin arrivera à atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Mais il n'y a pas que ça. La crise Covid oblige tout le monde à repenser des habitudes de consommation. Des initiatives comme la promotion du Made in Bénin de la ministre Assouman, qui a lancé en octobre le mois du consommé local, est dans ce sens très louable. Il s'agit de promouvoir les circuits courts avec des produits de qualité qui renforcent le tissu économique béninois. Nous avons donc besoin d'actions concrètes et systémiques qui permettent de lutter contre le réchauffement planétaire et en même temps stimulent l'activité économique. Et nous aurons besoin de développer des idées nouvelles, basées sur la technologie et l'informatique, comme par exemple la télégestion. La télégestion permet à des entreprises locales de fourniture et d'installation de systèmes solaires de gérer à distance la consommation des ménages qui souscrivent à leurs services. Et ceci pour faciliter la fourniture d'électricité aux communautés. Un autre exemple, l'introduction de voitures électriques solaires, comme a l'intention de le faire le Togo. Ça pourrait être très bénéfique pour le Bénin, avec la mise en place progressive de la zone de libre-échange continentale africaine. Ça permettra en effet au Bénin, à ce moment-là, de disposer d'un grand marché pour exporter sa production. Un autre exemple, la fabrication de foyers écologiques. Comme on a eu l'idée, un jeune entrepreneur béninois, dans la commune d'Avranco, qui a inventé un foyer qui sert à cuisiner, est connecté à un panneau solaire et qui utilise comme combustible des coques de noix de palme. Ces initiatives démontrent que la transition climatique est tout à fait possible, d'autant plus qu'une économie plus respectueuse de l'environnement est pourvoyeuse d'emplois. C'est ce qu'on appelle la relance verte. En Europe, par exemple, la transition vers une économie circulaire a un potentiel estimé de création de plus de 600 000 nouveaux emplois, tout en réduisant les émissions de carbone de 450 millions de tonnes d'ici à 2030. Cette économie circulaire et de proximité peut tout à fait être prometteuse aussi au Bénin. Accompagner les entreprises locales à produire, rentrer dans la transformation et faire consommer les produits locaux est, selon moi, la meilleure façon de créer de l'emploi.